Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au cerveau et à la vision. Il est très simple de montrer que les yeux ne suffisent pas pour voir. Toute image a besoin d'être interprétée par votre cerveau et sinon vous ne seriez pas capable de le comprendre. Alors on va voir ça en deux parties. On va d'abord s'intéresser aux voies visuelles, c'est-à-dire au passage des informations visuelles des deux yeux vers les deux hémisphères cérébraux. Sur cette image-là, vous avez un cerveau qui est vu de dessus. Alors, je le représente vu de dessus parce que sinon, si on est vu par en dessous, cet œil-là devient l'œil droit. Et ça, c'est pas pratique pour expliquer. Donc, je préfère que ça reste l'œil gauche et ça, l'œil droit. Pour ça, il faut voir les choses vues de dessus. Et alors, à ce moment-là, il faut imaginer que le cerveau est transparent puisque je vais voir les yeux par en dessous. Vous me suivez là? Donc, le cerveau qui est là, représenté en violet, c'est une masse cérébrale, pour l'essentiel de la matière blanche, c'est-à-dire des câbles, des fils, des neurones qui passent à l'intérieur, et une zone superficielle, là, qui le recouvre, qu'on appelle l'écorce du cerveau ou cortex. D'accord ? Donc, l'information visuelle, elle est dans tous les cas vue par les yeux, là, grâce à de la lumière qui passe, mais uniquement par les petits trous, ici, qu'on appelle pupilles. Pupilles à gauche et pupilles à droite. Tout est vu et perçu en réalité par des photorécepteurs qui se trouvent ici dans la rétine, rétine droite et rétine gauche que j'ai représentées avec des pointillés. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est dans quelle zone du cerveau est vraiment reçue l'image. Alors pour ça, il faut prendre à un patient, lui mettre des électrodes sur la tête, des électrodes réceptrices, pas des électrodes qui produisent du courant. Donc là, vous voyez le bonnet rempli d'électrodes qui reçoivent des courants électriques. On n'en voit pas de décharge. Le patient ouvre les yeux et on voit des signaux électriques apparaître, alors sous forme de petites ondulations sur ce papier-là, ou sur cet écran d'ordinateur, un peu ancien, je vous l'accorde, on repère le nez en haut et les deux yeux, ainsi que les oreilles sur la droite là. Quand l'information visuelle circule, regardez, ça passe des yeux, donc l'avant du cerveau, puis ça va ensuite vers l'arrière du crâne, en passant par la partie centrale qu'on appelle pariétale. Et regardez, là, la zone qui s'éclaire en rouge, c'est la zone arrière du cerveau, le lobe dit occipital. C'est là que l'information visuelle est traitée. Vu de côté, ça donne la même chose. Et vous voyez qu'il y a un petit délai, c'est-à-dire que le message passe très très vite, à plusieurs mètres par seconde, ça se déplace, le courant électrique. Et ensuite, il y a un traitement de l'information qui est plus lent, là, et qui s'éclaire en rouge. Maintenant, on sait, l'information visuelle arrive jusqu'à l'arrière du cerveau, dans une partie qu'on appelle lobe occipital. Alors, ce qui travaille vraiment, c'est l'écorce du cerveau, c'est-à-dire le cortex. C'est pour ça qu'on parle ici de cortex visuel, ou aire visuel, parce que ça se répartit selon une surface, d'accord, en superficie du cerveau. Et cette aire visuelle-là reçoit les informations en provenance des deux yeux. Alors maintenant, on n'a plus qu'à tracer le câblage qui part par exemple de l'œil droit là et qui va jusqu'au cerveau gauche ou au cerveau droit. Il faut réfléchir un petit peu. Un œil gauche par exemple, ça voit la gauche du monde ou ça voit la droite ou ça voit les deux en même temps? Pour ça, il suffit de fermer un œil. Par exemple, là je ferme l'œil gauche et je vois très bien et le monde à gauche et le monde à droite. Donc en réalité, chaque œil voit et de la gauche et de la droite. Donc, ça s'explique très bien ça sous forme de dessin. Regardez ici, si la rétine elle va jusque là, alors je peux voir tout ce qui passe par la pupille, ici à gauche, et ici à droite. Donc j'ai une partie de la droite de mon champ visuel qui est vue par l'œil gauche, et une partie à gauche du champ visuel qui est vue par ce même œil gauche. D'accord ? Pour l'œil droit, c'est exactement la même chose. Je vais changer de couleur pour bien les distinguer. L'œil droit voit une partie du monde à gauche et une partie du monde à droite. L'écart d'angle ici, si je l'avais bien fait et correct, c'est de l'ordre de 170 degrés. Okay ? Mais ces deux yeux ont un champ visuel qui se recouvre en grande partie ici. Là, toute cette zone-là, chevauchante, c'est ce qui permet d'avoir une vision dite stéréoscopique, c'est-à-dire qui permet d'avoir un relief. Dès que on observe un même objet, mais avec un petit décalage avec la caméra 1 là, et avec la caméra 2 là,
Ce léger décalage, on peut l'interpréter en termes de relief. Alors que si on n'a qu'une seule caméra, donc un seul œil, là je me ferme cet œil-là par exemple, là je vois très mal les reliefs et si je joue avec mes mains essayant de les rejoindre, là j'ai plus de mal. Alors qu'avec les deux yeux ouverts, c'est plus facile. Si nos yeux n'avaient pas de zone de recouvrement, on serait comme les pigeons par exemple. Les pigeons ont les yeux là sur les côtés, alors du coup ils ont une vision panoramique totale, mais ils ne voient pas bien les reliefs et donc leur façon de voir l'espace n'est pas du tout le même. Mais les oiseaux ont tendance à voler et à voir le monde par en dessus, donc c'est moins important de voir du relief pour eux. Alors que pour nous, le relief manifestement est très important. On en reparlera ça quand on s'intéressera aux notions de perspective par exemple. Alors ce qu'on retiendra par contre, c'est qu'un œil gauche, ça voit le monde et à gauche et à droite, et réciproquement l'inverse pour l'œil droit. Du coup, les scientifiques préfèrent parler de champ visuel. Champ visuel droit, champ visuel gauche. Ici, j'ai représenté par un ovale le champ visuel gauche, et ce champ visuel gauche, il est vu à la fois par l'œil gauche, là, donc c'est ça, cette partie-là, et par l'œil droit, c'est-à-dire ça, cette partie-là, d'accord? Et le champ visuel droit, il est vu par l'œil gauche, ici, et par l'œil droit, ici. Alors je sais, c'est un petit peu difficile à suivre ça, mais c'est essentiel pour la suite. Il existe des gens qui ont des pathologies particulières et qui vont nous permettre de tracer le trajet des messages nerveux à l'intérieur du cerveau. Si on ne le fait pas, si on ne s'intéresse pas à ça, on ne pourra pas le savoir. C'est pas simplement en démêlant les fils par dissection qu'on va savoir où va chaque neurone. C'est pas comme ça. Il faut s'intéresser à des pathologies particulières. Alors regardez par exemple le cas de ce dessinateur de presse qui a été atteint d'un accident vasculaire cérébral, mais qui heureusement a survécu. Il s'appelle Sabadell et on lui a demandé ici de réaliser un autoportrait. Et vous réalisez tout de suite qu'il y a quelque chose qui manque. Vous voyez toute sa partie droite là, de son visage, elle n'est pas dessinée. Et on a demandé à Sabadell, est-ce que vous êtes représenté entièrement? Oui, oui, bien sûr. Donc cet homme a perdu la conscience de son champ visuel droit tout en entier. Ça s'appelle l'héminégligence et j'avoue que c'est assez difficile à admettre pour des gens qui n'ont pas ce problème. Mais pour lui, c'est clair. Le champ visuel droit a entièrement disparu. Mais si le champ visuel droit a entièrement disparu, ça veut dire que ce qui est vu par son œil gauche et son œil droit a disparu. Or, quand on regarde son cerveau, on voit que la partie qui a été touchée, elle se situe ici, dans l'hémisphère gauche. Et donc, ce qu'on doit admettre, c'est que les informations qui proviennent de l'œil gauche et qui voient la partie droite, c'est-à-dire tout ça, pour que vous voyez bien, je vais le dessiner en rouge. Donc, toute cette partie ici, elle véhicule des informations qui passent dans le nerf optique et qui partent du côté gauche, c'est-à-dire là, comme ça. Mais il y a aussi l'œil droit qui participe à la vision à droite. Donc c'est cette partie ici, celle-ci, elle va là, elle passe dans le nerf optique droit et elle croise. Et elle va ici. Et donc, on a une zone ici, dite en croix ou chiasma optique, où les informations sont partiellement croisées. Alors c'est ça qui est un petit peu subtil, c'est pas un chassé-croisé complet là. Les informations vues à droite par l'œil gauche partent vers l'hémisphère gauche. Et les informations vues à droite par l'œil droit partent à gauche également. Ce qui fait que l'hémisphère gauche est spécialisé dans la vision du champ visuel droit, de tout ce que vous voyez à droite. Et donc réciproquement l'inverse, tout ce qui est vu à gauche par les deux yeux est traité par l'hémisphère droit. Ok ? Et ça, je vais le représenter avec une autre couleur, par exemple du jaune. Donc ça va de ce côté-là, ça croise et ça part ici, là comme ça. Et ce qui est vu ici à gauche par l'œil droit, ça part là, comme ça. Alors, si vous avez compris ça, maintenant, vous devriez être capable de répondre à mes petits problèmes. Imaginez quelqu'un à qui on a coupé, par accident, un traumatisme, un coup, le nerf optique gauche. Donc par exemple, je fais une coupure ici, là, comme ça. Question. Qu'est-ce que je lui enlève au niveau de ses champs visuels? Alors vous pouvez réfléchir en faisant une pause,
et sinon je vous donne la réponse, mais vous l'avez forcément trouvé. Si je coupe ici, alors je perds toutes les informations qui proviennent de la droite, donc dans le champ visuel droit, de l'œil gauche. Donc je perds ça. Mais je perds aussi tout ce qui vient à gauche, champ visuel gauche, de l'œil gauche, c'est-à-dire ça. Voilà. Maintenant, deuxième petite expérience, il existe une maladie qui détruit le chiasma optique comme ça. On le coupe comme ça. Question, qu'est-ce que je perds au niveau des champs visuels? Réponse, si je coupe là, alors je perds tout ce qui est vu à gauche par l'œil gauche. Donc ça. Et je perds aussi tout ce qui est vu à droite par l'œil droit, c'est-à-dire ça. Et voilà, c'est tout simple. Vous avez vu tous les cas qu'on peut vous proposer, notamment dans des sujets de bac, puisqu'il faut être en mesure de savoir se dépatouiller de ce genre de petits problèmes. On n'a pas totalement terminé. Les voies visuelles peuvent être perturbées par des substances hallucinogènes qu'on peut trouver de manière très naturelle dans des champignons ou des plantes comme le peyote amérindien. Et ça, c'est très étrange. Ce que je vous ai montré avec le bonnet tout à l'heure, là, c'est que les messages nerveux là, qui passent là-dedans sont électriques, nature électrique. Or, une substance hallucinogène, c'est une molécule chimique. Comment de la chimie peut intervenir sur le passage de courants électriques engainés en plus et isolés? Ça semble impossible. Oui, mais le système nerveux a plusieurs failles. Ces failles, ce sont les communications entre les neurones. Ici, vous avez des neurones représentés sous forme de fibres, là, comme ça. Et ces neurones communiquent les uns avec les autres via ce qu'on appelle des synapses. Alors là, c'est pour ça que j'avais laissé un petit espace ici. La synapse, par exemple, entre les neurones qui viennent des rétines, qu'on appelle ici les neurones ganglionnaires, là, les synapses, elles se trouvent là, dans ce qu'on appelle le corps géniculé latéral, qu'on appelait autrefois le corps genouillé latéral, avant d'aller directement vers l'aire visuelle V1. Là. Ici, j'ai une synapse. Et cette synapse, elle est sensible aux substances hallucinogènes. Comment c'est possible ça? Ce phénomène, en fait, est très connu. Les hallucinations, on connaît ça depuis le Moyen-Âge. Quand les paysans coupaient du blé, parfois le blé était envahi par des champignons, comme l'ergot de seigle. Et ce champignon-là libérait dans l'air des molécules inhalées et qui provoquaient la même chose. Les hallucinations ont à peu près toujours la même forme. C'est soit des grilles, des traits saccadés ou des spirales, comme ça. Ces images stéréotypées, elles proviennent du fait que quand un neurone communique avec un autre, comme c'est le cas dans le corps géniculé latéral, donc là, ici, ça c'est le neurone ganglionnaire qui provient de la rétine, et ça c'est le neurone qui va vers le cerveau. Eh bien là, on a un espace ici qui empêche le courant électrique de passer. Quand le message nerveux vient de l'œil, il est sous forme électrique. C'est des petits courants électriques qu'on peut représenter sous la forme de petits pics, là, qu'on appelle des potentiels d'action, en millivolts, vous voyez. Et pour que ce message passe et soit à nouveau de nature électrique, là, il faut que la transmission soit réalisée par des molécules chimiques. Alors ces molécules qui transmettent le message nerveux, on les appelle des neurotransmetteurs. Transmettent le message nerveux. Ces neurotransmetteurs, je vais dessiner en rouge là, ces neurotransmetteurs se trouvent dans des petites vésicules, comme ça, en forme de bulle, à l'intérieur du neurone. Et quand les vésicules se déplacent vers la membrane présynaptique ici, les neurotransmetteurs se déplacent et vont être captés par les récepteurs du neurone suivant. Et quand il y a une liaison entre le neurotransmetteur et le récepteur, j'ai redessiné ici, là, c'est le même en plus grand, alors le message nerveux passe et la communication s'établit. Par contre, il y a un truc important, c'est que ce passage-là dure même pas une demi-milliseconde. C'est très rapide, extrêmement rapide, ce qui permet de voir une chose. Par exemple, là, je vois une lampe, et puis là, je vois une autre lampe. Si je peux voir ça, c'est que le neurotransmetteur est détruit aussitôt qu'il a agi. Donc, le neurotransmetteur qui est là, il a une partie qui est reconnue par le récepteur et qui transmet le message, mais il a une autre partie en jaune là, qui est reconnue par une enzyme, et cette enzyme détruit le neurotransmetteur. Son nom, en fait, c'est sérotonine. Ça, c'est un neurotransmetteur naturel. Ça, c'est le LSD. Le LSD est une molécule qui ressemble à la sérotonine. Il y a le même site, là, qui permet en rouge la fixation au récepteur. Et donc, je peux créer un message nerveux
sans avoir besoin d'un message nerveux qui vient des yeux. Je peux le créer à partir d'ici, directement. Donc, à partir d'ici, directement. Okay. Mais il y a un problème. C'est que le LSD ressemble à la sérotonine, mais c'est pas la même chose. Et la partie reconnue par l'enzyme, elle est complètement différente. Du coup, l'enzyme ne peut pas détruire le LSD. Et si on ne détruit pas la drogue, alors son effet est de longue durée. C'est pour ça que les hallucinations durent longtemps. Et que l'effet des drogues est quelque chose de mauvais. Et qu'il faut éviter, parce que sinon, on est perturbé et pour de longues périodes. Je pense que cette fois, on a tout expliqué au niveau des voies visuelles. Maintenant, on sait, les yeux transmettent les informations vers les deux hémisphères de manière partiellement croisée. Reste à expliquer ce qui se passe maintenant au niveau du cerveau. Une fois que l'aire visuelle V1 reçoit les informations, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ce qu'on va voir maintenant dans une deuxième partie.